Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur la théorie de l'attachement parce que c'est une théorie qui n'est pas forcément tellement connue quand on sort un petit peu du milieu de la psychologie de l'enfant et qui pourtant me semble avoir énormément d'importance pour toutes les personnes qui s'occupent des enfants au quotidien, c'est-à-dire évidemment crèche, mais évidemment aussi les ATM qui interviennent auprès des enfants en maternelle et les animateurs périscolaires qui s'occupent aussi des enfants en maternelle et puis en centre de loisirs, etc. sur le temps méridien. Euh, Parce que finalement, avec des très longues journées comme les enfants peuvent en passer en collectivité, ben, le fait est qu'il y a un attachement particulier qui se crée avec les personnes qui s'occupent d'eux. Et je pense que connaître des choses sur cette théorie est importante. Deuxième raison qui me fait aborder le sujet, c'est qu'avec le Covid, on a quand même entendu quelques petites aberrations, alors qu'ils pouvaient se comprendre parce qu'on avait peur, etc., de la contamination. Mais quand on a commencé à dire qu'à la maternelle, il fallait pas toucher les enfants, genre il aurait fallu des pinces pour les tenir, etc. Là, j'ai trouvé ça extrêmement choquant quand on sait d'où vient le sentiment de sécurité de l'enfant. Voilà, alors je ne vais pas remettre en cause les protocoles, etc., qui avaient été mis en place, mais je pense que c'est important de savoir de quoi il s'agit et pourquoi c'est tellement important cette théorie de l'attachement et ce contact avec le corps. Et puis aussi parce que j'entends beaucoup de choses qui remontent du terrain à propos de ces endroits maternels où on n'a pas le droit de faire des câlins aux enfants, on ne peut pas les aider à s'essuyer les fesses, enfin voilà, c'est-à-dire pour moi des choses qui sont des aberrations. Euh, non pas parce que je ne prône pas l'autonomie de l'enfant, ça me semble assez évident, mais parce qu'en fait, le rapport au corps, il est quand même très, très important avec les enfants. Et le Covid nous a montré que ça ne concerne pas que les enfants. D'ailleurs, le rapport au corps et l'importance du contact corporel, mais bien évidemment, même les personnes âgées et même les adultes, parce que ça se saurait si on n'avait pas besoin de contact. Sinon, on ne dormirait pas dans le même lit que notre chérie. Je vais donc faire comme d'habitude, partager mon écran. Voilà, hop, pour que vous puissiez suivre sans doute plus facilement. Donc voilà, l'attachement, qu'est-ce que c'est? Alors, la théorie de l'attachement, ça a été développé par un monsieur, hein, je me suis appelé, je pense qu'il devait être médecin, peut-être bien un psychiatre, mais je ne suis pas sûre, qui s'appelle Bowlby et qui a sorti sa théorie à peu près en 1959. Alors, c'est intéressant de savoir quelques trucs sur Bowlby. Il venait d'une famille relativement riche anglaise. Et il a été élevé par une nanny jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis ensuite, il a été mis en internat. Je sais, ça fait un peu Harry Potter. Sauf qu'Harry Potter, il est allé à l'internat quand il est rentré en sixième. Alors nous, Français, on trouve ça déjà terrible. Mais vous imaginez l'internat à 4 ans. Je pense que son vécu a certainement un lien avec ses recherches ensuite. Voilà. Et il était très, très attaché à sa nanny. Alors, avant Boulby, avant 59, on a aussi des grosses recherches qui ont été faites par le docteur Spitz sur ce qu'on a appelé l'hospitalisme, c'est-à-dire tous ces enfants qui se laissaient mourir à l'hôpital de dépression, en fait, même des bébés, hein, parce qu'ils étaient placés dans des pouponnières. Alors, Boulby, il a étudié surtout des enfants dont les mères avaient été incarcérées. Et donc les enfants dans des pouponnières, et en fait les enfants se laissent mourir de, j'allais dire, de tristesse et de dépression par manque de contact et d'attachement. Voilà. Donc vraiment l'attachement c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc selon Bowlby, c'est un système comportemental, c'est-à-dire que de la même manière que vous avez un système cardiovasculaire, que vous avez un système de la vision, que vous avez un système pour marcher et bouger, de mobilité, en fait, l'enfant a un système comportemental d'attachement. Alors, souvent on dit théorie de l'attachement comme ça de manière générale, mais c'est vraiment pour dire que l'enfant, chez lui, il a un module, j'appelle ça un module, système comportemental, qui se met en route quand il est face à des adultes qui répondent en fait à ses besoins. Donc, ce qui veut dire que ce système comportemental, l'enfant, il n'est pas passif par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire des petits sourires, même si en fait, il a mal au ventre, et c'est pour ça que le bébé, il fait des grimaces, mais le fait de chercher de le regard, le fait de faire des petits bruits, de répondre, tout ça, c'est des systèmes qui met en route pour provoquer chez l'adulte des retours, même si c'est pas entièrement conscient, hein. Et au fur et à mesure que l'échange va se faire, cet attachement va se solidifier, je veux dire. Voilà. Et donc, c'est un système comportemental qui va se développer au fur et à mesure de ces interactions. Et en fait, complémentairement au système
comportemental d'attachement de l'enfant, vous allez avoir un système comportemental de soins ou de care chez l'adulte. C'est-à-dire que face à un bébé, théoriquement, vous entendez par exemple un bébé pleurer même au plein milieu d'un supermarché, normalement, même si vous n'êtes pas parent, hein, vous devez tout d'un coup sentir qu'il y a un truc. Voilà. Alors, si vous êtes attentif, évidemment, si vous êtes dans un truc de 150 mètres, 1500 mètres carrés, vous n'entendrez rien. Mais voilà, donc on va avoir chez les adultes quelque chose qui se déclenche de l'ordre d'une relation de soins à l'enfant. Voilà. Et donc, ces deux sont complémentaires, système de soins et système d'attachement. Il existe chez les hommes et chez les femmes aussi, je précise. Ensuite, antagonisme du système exploratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'enfant, il va avoir un système d'attachement où il va aller chercher quelque part de la protection, etc. Et d'un autre côté, il a un système exploratoire, c'est-à-dire que il va aller explorer le monde. Alors au début, il est à quatre pattes, il va pas très 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 loin, voilà. Puis après, plus il grandit, plus il va pouvoir aller loin. Mais donc c'est vraiment c'est l'un et l'autre. Et en fait, il va falloir que l'un et l'autre fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas bien attaché, donc qui n'est pas bien sécurisé, il va avoir plus de mal à aller découvrir le monde. Voilà. Et donc un enfant qui va découvrir le monde, c'est pas un enfant qui est détaché, c'est au contraire un enfant qui est très bien attaché. Voilà. Enfin, la plupart du temps. Si un enfant donc doit beaucoup activer son système d'attachement pour qu'on s'occupe de lui, alors, et pour trouver de la sécurité, alors il ne peut pas activer son système d'exploration. Donc ça veut dire qu'en termes d'apprentissage à l'école, par exemple, c'est évident que c'est plus difficile pour les enfants d'oser faire des choses s'ils ne savent pas qu'il y a des adultes bienveillants. Et évidemment, au départ, l'attachement, il se fait avec les parents, qui sont bien les deux personnes qui s'occupent de l'enfant. Mais en fait, ça peut être n'importe quel adulte qui s'occupe de l'enfant, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec le biologique, mais clairement, quand on a à l'école maternelle ou en périscolaire des enfants à l'âge de 3 ans, leur système, le développement de leur attachement n'est absolument pas terminé. Et donc, ils vont s'attacher à des adultes. Et d'ailleurs, si vous travaillez avec des CM2, vous voyez bien aussi que les CM2 s'attachent aux animateurs, c'est-à-dire qu'ils vont trouver chez l'animateur une certaine sécurité, ce qui leur permet ensuite d'être en interaction avec les autres et de jouer avec les autres sans crainte. Et puis de temps en temps, pouf, on revient voir l'animateur. On s'assied à côté de lui, sur le banc, lui, en se serrant contre lui, parce que quand on est en CM2, on ne se fait plus faire des câlins, c'est pas comme quand on a 3 ans. Mais on cherche le contact physique, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Et ça fait partie du système d'attachement et c'est un fonctionnement tout à fait normal. Ce n'est pas un manque d'autonomie, c'est au contraire une capacité à aller chercher du réconfort là où il y en a. Voilà, hop, qu'est-ce que je dois vous dire? Donc, voilà ma représentation. Alors, elle n'est pas entièrement parfaite. J'ai fait un petit peu. Alors, bon, c'est parce que je ne suis pas très bonne pour dessiner, mais en même temps, j'ai fait exprès de laisser un espace qui soit. Qui soit pas tout à fait régulier, parce qu'en fait, entre le soin et l'attachement, on n'est pas sur un truc parfaitement collé. Au contraire, parce que c'est bien de cet espace et de cette différence que va naître le jeu de la relation et des possibilités d'adaptation. Donc, le lien d'attachement, c'est vraiment l'idée de je peux compter sur l'autre. Hein. Et c'est un lien spécifique, c'est-à-dire que un lien d'attachement, c'est pas juste un lien je suis pote, quoi. C'est un lien affectif, toujours, mais très spécifique. Et très spécifique, pourquoi? Parce qu'il est personnel. C'est-à-dire, alors, je m'attache à une personne. Enfin, c'est comme quand on est un adulte et qu'on a un chéri. Il y a beau avoir des gens qui vous disent un de perdu, 10 de retrouvé. En fait, on s'attache à une personne. On s'attache pas à n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. Donc, c'est personnel. C'est pas interchangeable. C'est-à-dire que le lien qu'on va avoir avec son père, par exemple, n'est pas interchangeable du lien qu'on va avoir avec sa mère, qui n'est pas interchangeable du lien qu'on va avoir avec l'ATSEM ou la dame de cantine, évidemment. C'est vraiment lié à la personne. Et c'est lié à un désir de proximité physique qui procure de la joie. Et ça, j'insiste là-dessus, puisque, comme je vous disais, des fois, j'entends des choses affreuses qui remontent du terrain. Donc, cette proximité physique, évidemment que quand on grandit après, on apprend qu'il y a des normes sociales et on n'est pas toujours collé avec les autres, mais cette proximité physique, elle est extrêmement importante et elle fait partie du lien d'attachement pour l'enfant. Et elle est absolument nécessaire pour assurer sa sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui a besoin d'un câlin à un moment et qui vient et qui demande un câlin, j'allais dire, il faudrait lui donner, quoi. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les adultes doivent demander des câlins aux enfants, hein, parce que là, on est bien d'accord qu'on répond aux besoins de l'enfant et pas aux besoins de l'adulte. Hein. Mais cette proximité physique, elle est extrêmement importante.
Alors voilà, et plus les enfants grandissent, plus ils apprennent à avoir une proximité physique qui est socialement acceptable, c'est-à-dire voilà, je me colle sur toi, je me colle à toi quand on est assis sur le banc ou quand on est debout, on vient se blottir un petit peu contre l'adulte comme ça. Quand on lit des histoires, bah, il y a des enfants qui viennent s'asseoir à côté de vous et qui se collent à vos jambes. Et ben c'est ça, cette proximité physique, elle est importante. Mais j'insiste sur le fait que la proximité physique, elle est aussi importante chez les adultes puisque je vous disais, quand on a un amoureux ou une amoureuse, en général, on aime bien le toucher, et pas que pour le sexe, vraiment pour le côté affectif. Et donc, cette proximité physique, elle apporte un sentiment de sécurité et de bien-être. Et je pense que tout le monde doit bien se rendre compte que le Covid nous avait éloignés de ça, en fait, en disant qu'il ne fallait pas approcher l'autre, alors que c'est vraiment nécessaire aux humains et même aux vieux humains. Voilà. Donc, l'attachement, il est lié donc à la présence, au contact physique, à une espèce de disponibilité aussi affective, physique, psychologique de la figure d'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas avec les bébés petits, et même après, c'est très très important d'être disponible dans le sens où bah, si on s'occupe de bébés, par exemple, on ne peut pas s'occuper de 15 bébés à la fois, parce que si on s'occupe de 15 bébés, bah, ça ne le fait pas. Voilà, parce qu'on n'a pas ce contact individuel. On est 15 bébés, on est juste en train de courir partout comme un chat ébouillanté. Voilà. Et donc, évidemment, si on s'occupe, je ne sais pas moi, en périscolaire, si on a un groupe avec 12 ou 15 enfants, on va pas pouvoir leur donner à tous quelque chose, mais enfin, en tout cas, on peut quand même avoir à tous un mot sympa, un sourire, un regard qui à un moment dit là je t'ai vu toi aujourd'hui quoi, hein, voilà. Et donc parce que je maintiens qu'en fait les animateurs périscolaires sont aussi des figures, alors on va appeler ça des figures d'attachement secondaires puisque en fait c'est les parents qui sont des figures d'attachement primaires, mais je maintiens que c'est quand même il y a quand même un lien particulier qui se fait quoi, hein, voilà. Et donc, en fait, on sait que cette disponibilité à l'enfant, eh ben, elle a un effet apaisant, mesurable au niveau physiologique chez les enfants. Je pense que si on faisait la même chose avec les adultes, on trouverait la même chose. Par exemple, quand il y a un bébé qui pleure et que sa mère le prend dans les bras, bing, ça fait baisser le niveau de production du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le fonctionnement de l'amygdale qui gère tout ce qui est de l'ordre des émotions comme la peur, etc. Ça veut dire que le contact, il est rassurant immédiatement. Voilà. Il y a une synchronisation du rythme cardiaque avec la figure d'attachement, plus avec la mère, hein. Puis, quand on est animateur périscolaire, je ne sais pas si on a le temps de prendre les enfants assez longtemps pour faire une synchronisation du rythme cardiaque. Mais c'est possible que dans certaines situations, ça puisse exister. Et puis alors, bon, là, si, ça va vous parler parce que ça parle du doudou. En fait, dès le départ, on sait que l'odorat a énormément d'importance dans le développement du lien d'attachement, c'est-à-dire qu'il y a une odeur particulière du liquide amniotique et du colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait qui sort des seins de la mère. Donc, enfin, c'est pas vraiment un lait, hein, mais c'est un truc plein de produits qui sont très bons pour l'enfant. Je me souviens plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, ça a une odeur particulière. Et on sait que, par exemple, si on ne baigne pas les enfants, mais que simplement on les essuie, ils gardent une odeur particulière. Les enfants reconnaissent aussi l'odeur de leur mère et ça favorise les attachements. Chez les animaux, on a ça aussi, hein. Par exemple, les brebis, elles lèchent leur petit après la naissance. Je crois qu'elles mangent même le placenta. Et si on lave le petit, elles ne le reconnaissent pas et elles l'abandonnent, en fait. Voilà. Donc, les odeurs ont énormément d'importance chez l'enfant. Alors, évidemment, voilà, si je suis en primaire, en maternelle, voilà, on n'est pas là-dedans. Par contre, on sait qu'il y a des doudous. Alors, le doudou, ça peut être soit un machin dégueulasse qu'on trimballe partout, mais le doudou, c'est d'abord un objet transitionnel, c'est-à-dire un objet qui fait le passage entre la maison et l'extérieur et qui représente aussi et qui, comment dire, qui rend, c'est une preuve physique, matérielle de l'attachement qu'on a à sa maison et ça transporte aussi des odeurs particulières, familières qui sont intéressantes. Alors, c'est vrai que par exemple en primaire, théoriquement, il n'y a pas de doudou, mais il y a quand même des fois des enfants qui travaillent des trucs sur eux qui les rassurent. Et puis, il y a des fois des enfants qui ont vécu des choses difficiles et qui peuvent se balader sans qu'on sache avec des écharpes qui appartiennent à leurs parents, avec l'odeur qui est intéressante. Chez les adultes, moi j'ai déjà rencontré des adultes, par exemple des femmes qui quand leur mari part en déplacement, elles aiment bien aller sentir l'odeur dans le placard ou du pyjama, etc. parce que ça leur fait du bien. Donc, ça, c'est un truc important aussi, hein. Et donc, le doudou, bah, je sais bien que dans des écoles, on peut interdire le doudou, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose à réfléchir. Alors, autoriser un doudou, ça ne veut pas dire qu'on laisse le gamin partir dans la cour avec son doudou à l'autre bout
de la cour et qu'après on l'a perdu et qu'il est tombé dans une flaque d'eau, ou qu'on est obligé de l'emmener à la cantine et qu'il traîne dans l'assiette, hein. Mais je veux dire, pour la sieste et certains moments et de la consolation, ça fait partie des choses importantes. Voilà. Je pense aussi que les enfants, ils trouvent, quand ils trouvent des figures d'attachement secondaire, je suis sûre que l'odeur a de l'importance pour eux. Voilà. Et s'il y a des gens qui font de la petite enfance et qui m'écoutent, faut savoir aussi que pour certains parents, par contre, ça peut être très très compliqué quand on a un bébé de récupérer un bébé qui sent l'odeur de la personne qui s'en est occupée toute la journée. C'est pour ça qu'on évite d'avoir des parfums trop forts. Alors, à partir des figures d'attachement et la façon dont l'attachement se fait entre l'enfant et les adultes qui s'occupent de lui, Bowlby il dit que l'enfant il va faire un truc, il va construire ce qu'il appelle un modèle interne opérant. Alors c'est quoi ce grand mot? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va comprendre comment le monde fonctionne quelque part dans la relation entre les humains à partir de ses expériences précoces. Donc au fur et à mesure que, bah, par exemple, un enfant qui se rend compte que quand on vient le voir, enfin quand il appelle et qu'il pleure, et ben on vient le prendre et on lui parle. Bah lui, il apprend des choses sur comment fonctionne le monde. C'est-à-dire, je peux avoir confiance, quoi. Celui qui, par contre, un coup on vient le chercher et un coup on lui donne un coup de pied dans le berceau, clairement, il va pas apprendre la même chose. Donc, ces expériences précoces, elles vont être importantes. Et donc, dans les deux modèles, il y a deux types de modèles internes opérants, sans rentrer dans trop de détails. Il y a un modèle de soi, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la façon dont les adultes vont s'occuper de l'enfant, il va comprendre des choses sur ce qu'il est lui. Est-ce que je suis digne d'être aimé ou pas? Donc, forcément, si j'ai du bol et que je suis dans une famille où on m'aide et on m'aime et on s'occupe de moi correctement et répond à mes besoins et on fait des sourires, etc., bah, je vais partir avec un petit avantage. Bon, si par contre, seul truc qu'on me dit, c'est arrête de chialer, pleure, tu pisseras moins. Clairement, là, ma sensation d'être digne d'être aimé va être quand même assez différente. J'insiste sur le fait que, comme les enfants rentrent à l'école maternelle à 3 ans et que leur figure d'attachement, enfin, leur attachement n'est pas terminé, ça veut dire que la façon dont on agit avec eux à l'école maternelle et bien sûr aussi avant a de l'importance sur la façon dont ils vont voir le monde, hein. Et puis donc le deuxième modèle, c'est le modèle d'autrui. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir confiance dans les autres ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je peux compter sur eux ou pas? Si je suis en détresse, en alarme, est-ce que je peux demander de l'aide? Et donc, il y a des gens, par exemple, qui vont développer des modèles d'eux-mêmes en étant je suis digne d'être aimé, mais tous les autres sont des cons, par exemple. Donc, je ne demanderai rien. Voilà. Et puis, il y a des gens qui vont développer des modèles, bah voilà, je suis digne d'être aimé, et puis la plupart des gens que je rencontre dans la vie, j'ai plutôt confiance. Bah, c'est sûr que, alors sans être dans la naïveté, hein, ça veut dire que quand même, c'est des enfants qui vont être un peu plus zen et qui vont avoir beaucoup plus de facilité à explorer leur environnement, évidemment, puisque les échecs seront beaucoup moins graves pour eux. Donc, là, la diapo, elle dit ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire qu'à partir des représentations de soi et des autres, l'enfant, il développe une compréhension du monde, il apprend comment il doit se comporter, est-ce que je peux faire confiance ou pas, quoi. Donc, quand on rencontre des enfants dans la cour de récré, des enfants qui agissent d'une manière ou d'une autre, il faut bien se dire qu'ils ne sont pas tous forcément mal élevés, mais que leur comportement est aussi représentatif des expériences qu'ils ont vécues avant dans leur lien avec les adultes, hein. Voilà. Et ça lui permet aussi de comprendre le comportement d'autrui, enfin en tout cas de s'attendre à ce que les gens vont s'occuper de moi ou pas. Voilà. Donc ça rend quelque part le monde prévisible et c'est important. Et on sait aussi que la qualité des attachements dans l'enfance, elle a de l'importance sur la qualité des attachements à l'âge adulte. Évidemment, si vous avez été toujours rejeté, qu'on vous a toujours dit que vous étiez une merde, clairement, dans vos rapports avec les adultes, enfin quand vous serez adulte, il reste des traces, hein, quand même. Enfin, voilà, je pense que là, j'ai pas besoin de faire des grandes démonstrations. Alors, il y a 4 types d'attachements qui peuvent être plus ou moins divers. Je précise que ce ne sont pas des types, des pathologies, c'est-à-dire c'est pas des maladies, c'est juste que je veux dire, le monde n'est pas parfait. Voilà. Donc, c'est des types d'attachement. Et alors, les spécialistes sont un petit peu partagés quand même de savoir si c'est définitif ou pas définitif. Moi, je pense toujours qu'avec des expériences différentes, les gens et même les enfants, ils apprennent que ils peuvent trouver de l'aide chez des adultes qui ne sont pas leurs parents. Et donc, il y a des choses qui peuvent changer, je pense, hein. Donc, les types d'attachement sont différents types de modèles internes opérants. Alors, il y a l'attachement sécure, l'insécure évitant, l'insécure ambivalent résistant et l'insécure désorganisé ou désorienté. Donc, je vais les décrire assez rapidement pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est. Donc, en fait, l'attachement sécure, c'est simple, c'est l'enfant, il a confiance en l'adulte. Voilà.
Il sait que l'adulte peut l'aider à réguler ses émotions, c'est-à-dire que si j'ai peur, si je suis triste, si je suis joyeux, bah, je vais aller interagir, en tout cas quand je suis jeune, quand je suis très jeune, je vais aller interagir avec l'adulte qui est disponible. Évidemment, après, quand j'arrive à la maternelle, j'apprends que j'aurai pas forcément toujours un adulte qui va venir répondre à mes demandes, mais voilà, il va utiliser, donc il n'est pas tout seul face au monde, il y a des adultes qui sont là pour l'aider à réguler ses émotions. C'est aussi des enfants qui n'ont pas de méfiance excessive envers les étrangers. Donc ils peuvent avoir des moments où ils vont avoir des peurs des gens qu'ils ne connaissent pas, etc. Mais enfin, sur le long terme, voilà, l'étranger ne représente pas forcément le danger. Voilà. Et dans les séparations, c'est-à-dire quand on se sépare de son père ou de sa mère, ben, s'il est angoissé ou s'il est en colère, et ben, il va aller chercher un adulte ou le contact qui le tranquillise. Ça veut dire qu'en fait, il est capable de tout seul, dans des situations de détresse, de trouver de l'aide. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très, très important. Une fois qu'il est tranquillisé, eh ben, il reprend ses explorations et ses interactions positives. Ça veut dire qu'un enfant qui a 3 ans, par exemple, et qui est bien sécure, eh ben, s'il est en colère ou un truc, eh ben, à un moment, il va pouvoir aller voir la TSEM ou se coller à la maîtresse. Et puis après, quand ça ira mieux, eh ben, il ira finir son activité, quoi, où il sera tranquillisé. Et tout ça, ça dépend. Alors, quand je mets l'adulte ici sur la diapo, c'est évidemment les parents, mais en tout cas, les gens qui s'occupent de l'enfant le plus. Il faut une disponibilité de l'adulte, c'est-à-dire il faut que l'enfant sache qu'il y a un accordage affectif, c'est-à-dire bah, je t'aime bien, tu m'aimes bien. Il y a un plaisir mutuel à être ensemble, il y a une ambiance contrôlée et prévisible, c'est-à-dire c'est pas des parents qui tout d'un coup explosent, etc. Enfin, l'environnement est prévisible, quoi. On sait ce qui va se passer, il n'y a pas tout d'un coup des choses effrayantes qui peuvent se produire. Et puis, c'est des adultes qui sont sensibles aux signaux des bébés, c'est-à-dire ils se rendent compte quand il y a un souci ou pas, si l'enfant pleure, ils vont dire «Oh, mais j'entends que tu pleures». Et puis, s'il rigole, ils vont dire «Oh, mais tu ris, toi, oh, mais dis donc, tu as l'air de bien t'amuser». Voilà, c'est ça, en fait, cette sensibilité. Et c'est pas «Ben non, ben, je ne parle pas parce que de toute manière, elle ne comprend rien». Voilà, non, c'est vraiment une sensibilité. Ça, c'est l'attachement sécure. Donc, évidemment, je ne sais pas pourquoi ma diapo n'est plus avancée. C'est évidemment bah, le mieux, j'allais dire. Voilà, même s'il n'y a rien qui est. Enfin, je ne sais pas si ça existe d'être 100% toujours sécure, mais en général. L'attachement insécure évitant. Donc, ça, c'est des enfants qui en fait, qui désactivent leur système d'attachement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller chercher l'adulte, pas trop, parce qu'ils ont peur du rejet, parce qu'ils ont fait cette expérience-là. Alors, je précise que ce n'est pas fait pour culpabiliser les parents, parce qu'en fait, il y a des tas de raisons dans la vie où on pourrait se retrouver à un moment où on est dans le rejet de l'enfant. Par exemple, vous avez un gros stress au boulot, vous êtes très, très préoccupé, et du coup, quand vous avez votre enfant avec vous, en fait, vous êtes pas là, vous êtes préoccupé, donc vous répondez pas vraiment, enfin, vous avez la tête ailleurs, la tête prise par des trucs, et ben votre enfant, il peut le sentir ça. Et du coup, il va sentir que en fait, je ne peux pas aller demander parce que sinon, je vais avoir un rejet. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps. C'est sûr que si vous avez juste un truc au boulot et ça dure une semaine, votre enfant, il ne va pas en souffrir. Si, par contre, quand je vois avec des familles, par exemple, des familles de détenus, où vous avez des femmes qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants à les cavaler au parloir, de ne pas savoir comment ils vont remplir leur frigo, etc., pour payer l'avocat, payer... bah, et ben oui, bah oui, c'est un peu compliqué là d'être disponible affectivement pour l'enfant, quoi. Et donc, c'est des enfants qui sont insécures et donc ils vont pas aller chercher l'adulte sécurisant dans les séparations, donc ils vont pas aller solliciter. C'est des enfants peut-être qui vont être en retrait à l'école ou au périscolaire ou à la cantine, quoi. C'est-à-dire que on va peut-être sentir qu'ils vont pas bien, mais voilà, ils viennent pas voir, voilà. Et puis surtout, ils vont pas trop exprimer ni colère ni angoisse, très neutre, parce qu'en fait, ils savent pas, ils ne se rendent pas compte, enfin, ou ils ont fait l'expérience que s'ils sont comme ça, ils n'ont pas de réponse très très positive. Et donc, il évite de montrer de la détresse à l'adulte. Voilà. Et en fait, il n'y a pas non plus beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que comme l'adulte n'a pas été en capacité à des moments, ou en tout cas, il a fait cette expérience-là, l'enfant, de répondre à ces expressions d'émotion, et ben, quelque part, il en a déduit qu'il valait mieux qu'il les garde pour lui. Donc, c'est en général en lien avec l'indisponibilité relationnelle, le rejet chronique de l'enfant au niveau des réactions corporelles et la colère contenue. Donc en fait, c'est difficile. Je vous parlais des femmes, par exemple, qui peuvent avoir des conjoints détenus. Bah, vous vous baladez avec votre bébé, vous allez au parloir, vous êtes énervé, votre enfant, en fait, il va sentir que vous êtes énervé. C'est pas que vous êtes énervé contre lui, mais lui, il sent la colère et les ressentis. Et ça, ben,
bah ça, l'enfant, il le prend pour lui, forcément. Et je dis pas ça pour culpabiliser les gens, mais voilà, donc la colère contenue. Dans les situations de divorce aussi, on peut avoir des trucs où, voilà, parce qu'on n'est pas disponible, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus sûr que ce soit toujours comme ça. Et puis, on peut avoir des périodes où c'est difficile et peut-être qu'après, on peut retrouver un attachement sécure. Du coup, les insécures évitants, ils sont pas forcément très très embêtants, hein, parce qu'ils vont pas solliciter l'enfant. Par contre, l'adulte, par contre, ils en auraient peut-être besoin. Alors, les ambivalents résistants, je dirais qu'ils sont un peu emmerdants, hein. Je sais que je devrais pas dire ça dans une vidéo, mais bon. En fait, ça, c'est des enfants qui essaient d'obtenir de la sécurité de la part de leurs parents, mais qui l'obtiennent pas, et donc ils font des efforts, et du coup, ils vont faire des efforts à contre-courant, quoi. Voilà. Donc ils sont en général méfiants par rapport aux gens qu'ils connaissent pas, donc ils vont pleurer beaucoup dès qu'il y a un truc qui va pas, ils vont même pleurer avant que des fois les choses arrivent. Et du coup, c'est compliqué un enfant comme ça, parce qu'on sait jamais vraiment comment répondre. Et finalement, comme il est très demandant, ah, tu vas partir, etc. C'est pour ça que je dis qu'ils sont emmerdants, en fait. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont collants et du coup, on va les rejeter. Et donc, en fait, ils se collent pour éviter d'être rejetés, mais comme ils se collent trop, on les rejette. Donc, c'est vraiment très, très compliqué pour eux. Et donc, ils sont pas tranquillisés par l'adulte. Et donc, ils manquent de confiance. Donc, du coup, ils s'accrochent, mais ils s'accrochent trop. Voilà. Et donc, les séparations sont stressantes. Et donc, c'est des enfants qui sont à la fois anxieux et agressifs parce qu'ils cherchent le contact. Donc, ils cherchent le contact et en même temps, ils sont anxieux. Et dès qu'on va lâcher, il va me dire ah, tu m'as lâché. En gros, voilà. Donc, c'est pas simple. Voilà. Et je pense que ce qui est important, donc eux, ils suractivent leur système d'attachement et donc ils vont pas jouer. C'est rarement on a envie de leur dire c'est bon, lâche-moi les baskets, va jouer. C'est des enfants qui auraient sans doute besoin qu'on va dire allez, on reste un petit moment ensemble, et puis là, maintenant, je pense que tu es prêt à y aller. Voilà. Parce que des enfants qui agissent comme ça, c'est sans doute pas par hasard. Voilà. Et là encore, si je vous dis tout ça, c'est que dans l'interprétation ensuite des comportements, vous ne vous trompiez pas, euh, du fait que c'est pas juste des enfants que collants et embêtants, etc. Alors, hop, attachement désorganisé. Là, c'est plus grave. Et si vous êtes en périsco ou en crèche ou en maternelle avec des enfants placés, par exemple, vous allez peut-être avoir des enfants qui sont comme ça. Euh, alors, c'est très très compliqué. Ça, c'est des enfants qui vivent des choses très très dures à la maison. Et donc, ils vont avoir des comportements très très bizarres. Par exemple, quand on fait des tests avec eux, on les voit, ils marchent vers l'adulte, mais en tournant la tête comme ça. J'y vais, mais j'y vais pas, quoi. Et donc, ça, ils vont avoir aussi des réactions de colère, une faible tolérance à la frustration, une certaine incompétence sociale et de la détresse, l'immobilisation de la lenteur, parce qu'en fait, l'enfant, il est partagé entre la terreur du contact et la terreur du rejet. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui devrait lui donner de la sécurité, c'est elle qui lui donne pas de la sécurité, mais au contraire, donc elle lui fait peur, mais en même temps, il ne peut compter que sur elle pour avoir un minimum de sécurité. Donc rien ne va, quoi. J'ai peur d'être en contact, mais en même temps, j'ai aussi peur d'être rejeté. Parce que l'objet enfin, euh, voilà, la source d'apaisement est la source de la peur. Donc c'est pour ça que c'est par exemple des enfants qui peuvent être maltraités chez eux, ou des fois des enfants dont les parents euh, sont addicts, consomment des produits, ou des fois des parents qui ont des pathologies mentales graves, quoi, ou même des fois de la dépression, ou du coup, voilà, l'enfant, il a peur et en même temps, il a qu'une seule figure d'attachement, quoi. Donc, ça donne un attachement désorganisé. Voilà. Et donc, c'est lié à des comportements terrifiants, confus et perturbés de l'adulte. Et qui fait que l'enfant, en fait, on n'arrive pas à comprendre est-ce qu'il s'attache ou est-ce qu'il ne s'attache pas. Voilà, donc ça, c'était un petit panorama des différents types d'attachement. Et j'espère que ça... Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai un problème de... Ah bah voilà, c'était bien la dernière diapo. Donc j'espère que ça va être utile pour vous, pour réfléchir justement à accepter qu'en fait, en tant que personnel périscolaire, animateur, dame de cantine, etc., en fait, il y a des enfants qui vont s'attacher à vous. C'est normal. En plus, c'est les enfants qui choisissent, hein, c'est pas vous. Euh,
Et c'est toujours très surprenant en tant que parent parce que des fois, on se balade, je sais pas moi, on va faire ses courses dans un supermarché, puis tout d'un coup, on voit nos enfants qui se précipitent vers quelqu'un qu'on connaît pas, et en fait, on découvre que cette personne qu'on connaît pas, et ben, c'était la dame de cantine, et que notre enfant, il va lui faire un câlin, et on se dit, ah bah oui, bah, c'est cool finalement, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter quand il est à la cantine, et puis que l'enfant a été capable aussi de trouver quelqu'un à qui s'attacher, c'est-à-dire quelqu'un qui lui donne de la sécurité, alors que nous, parents, on n'est pas présents. Donc, c'est important de prendre conscience de ça dans sa posture personnelle, que les adultes, à la fois, ils assurent de la protection et de la sécurité en posant du cadre, etc., mais aussi par leur présence et leur disponibilité et en acceptant que les enfants s'attachent à eux. Sur ce, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire et je vous souhaite une bonne journée.